Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. Alimentation en période de fête, attention à ce que vous mangez et buvez. La consommation excessive de nourriture et le mélange inadéquat d'aliments peut avoir des conséquences sur la santé. Que manger pendant la fête pour éviter une intoxication alimentaire? C'est à suivre. Les panégyriques claniques, considérées comme viviers de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissées. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille, censé porter dans un instant. Toutes les couches de la population n'ont pas accès au système de santé financier. Le phénomène n'épargne pas le Bénin. Les causes et les pistes de solutions dans ce journal. Le système digestif supposé être en bonne santé est capable de gérer l'assimilation des aliments sans problème. Mais lors des fêtes, il est fréquent de s'autoriser des essais. On assiste à un mélange de plusieurs types d'aliments avec de possibles conséquences sur notre santé. Que manger pendant la fête pour éviter une intoxication alimentaire? Amandine Aliambossou nous dit tout à travers ce reportage. La période des fêtes rime souvent avec la malbouffe. C'est une période pendant laquelle tout est permis. L'alimentation est déséquilibrée, les mets les plus raffinés s'invitent à table. Difficile de résister bien longtemps, mais attention, la santé devient la première victime de ces consommations intenses. Les sucres et les cholestérols que vous envoyez là-bas et l'inflammation au cours du métabolisme, tout ça là, il faut 14 heures pour l'organisme pour pouvoir éliminer, pour pouvoir être à l'aise. L'organisme range ça, transforme ça en graisse, ce qui entraîne l'obésité plus tard. Si vous exagérez, d'abord, il y a le ballonnement qui vous attend, il y a l'intoxication alimentaire qui vous attend. Donc, il faut pas exagérer. Pendant les fêtes, la consommation d'alcool a tendance à augmenter. Certains en consomment en grande quantité alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Quand vous envoyez par exemple l'alcool, même le soda, ce que nous courons dans l'avenir, c'est que vous n'aurez plus soif. Vous ne saurez même pas quand vous aurez soif, quand vous aurez faim. Donc tout est mélangé. On ne dit pas de ne pas prendre de la bière. Quand je peux prendre une petite bouteille de bière, c'est bon pour moi. Quand je peux prendre 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour moi. D'accord? N'allez pas boire jusqu'à ne plus vous contrôler. Pour éviter tout désagrément, l'alimentation doit rester variée et diversifiée, même s'il s'agit d'un repas festif. Quand vous prenez un plat, 50% de ce plat dans une journée doit être les fruits et les légumes. Et puis un quart ou un peu plus que le quart doit être les repas qui donnent de l'énergie. Et puis un peu moins de quart, les repas qui sont les protéines que l'organisme utilise pour faire les réparations. Pendant la fête, oui, quand vous vous réveillez, restez ensemble et faites des salades de fruits, des salades de légumes et prenez ça. C'est très bon pour l'organisme. Et ensuite, vous pouvez prendre maintenant les repas consistants, mais il ne faut pas exagérer. Le soir, vous pouvez toujours manger et manger léger. On doit boire et ce que nous devons boire s'appelle l'eau. Le minimum d'eau qu'un être humain doit consommer par jour, c'est 2 litres d'eau. Pour manger sainement, la qualité prime toujours sur la quantité et surtout, profitez de ces moments conviviaux de partage avec ceux que vous aimez. C'est aussi le moment de se faire plaisir. Sens et portée des panégyriques claniques dans cette édition. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. De plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Ulvaeus Balogun nous parle ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance.
Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Diagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Biaron. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, toutes les couches de la population n'ont pas accès au système de services financiers. L'utilisation de ces services est souvent soumise à des contrats et des conditions spécifiques. Ces services ne sont pas accessibles à toutes les couches. Une illustrative de l'exclusion financière. Le Bénin n'est pas épargné. Clément Yadonta est le président de l'Association professionnelle des structures financières décentralisées. Il explique ici les causes de l'exclusion financière. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque, on ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous savez à qui vous adresser. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement,
la Banque centrale de notre zone. Et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. Direction la Côte d'Ivoire. Le pays affiche des objectifs ambitieux pour sa filière anacarde. Transformer localement la moitié de sa production d'ici quelques années, conquérir le marché américain et s'affranchir de la concurrence très rude des pays étrangers. Pour empêcher l'exportation de la grande partie de la production vers l'Asie, les transformateurs ivoiriens proposent qu'une part de leur production soit réservée ou qu'une fenêtre exclusive d'achat leur soit garantie pendant quelques semaines. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Le pays ambitionne de porter la transformation locale de cajou à 50% de sa production en 2025 contre 10% aujourd'hui. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winator. Après une année 2020 marquée par un arrêt de l'économie mondiale en raison du Covid-19, la forte reprise économique, surtout dans les pays développés, a fait exploser la demande, que ce soit pour les biens de consommation ou les biens intermédiaires. En face, l'offre a eu du mal à suivre. Cette situation a provoqué des pénuries de matières premières et par conséquent, une forte hausse du cours de ces dernières, notamment ceux des hydrocarbures. Le secteur de l'électronique connaît lui aussi des pénuries. Les goulots d'étranglement dans de nombreux ports du monde et l'explosion des prix du transport maritime sont d'autres facteurs qui ont contribué à l'inflation qui n'épargne presque aucune région du monde. Ce phénomène est un casse-tête pour les banques centrales qui devront maîtriser cette hausse des prix sans casser la reprise économique. La multiplication des engins spatiaux en orbite basse commence à poser de sérieux problèmes de trafic avec une multiplication des risques de collision. Une collision a été évitée de justesse entre la géante Starlink de SpaceX du milliardaire Elon Musk et la station orbitale chinoise Tiangong. L'incident s'est produit mardi dernier et selon un document adressé début décembre par Pékin au Bureau des affaires spatiales de l'ONU à Vienne, l'administration spatiale chinoise, CNSA, a dû procéder à des manœuvres pour ne pas mettre en danger la sécurité des astronautes chinois. Pékin durcit les conditions d'entrée en bourse de certaines entreprises chinoises à l'étranger, une façon notamment pour lui de mettre fin à une faille juridique. La nouvelle réglementation concerne surtout les entreprises dans le domaine de nouvelles technologies qui souhaitent aller chercher des capitaux hors de Chine. Jusqu'à présent, elles contournaient l'interdiction qui leur est faite en créant des sociétés miroirs. Ces entreprises devront donc désormais s'enregistrer auprès de l'Autorité nationale de réglementation des valeurs mobilières. Cela permettra notamment à Pékin de contrôler les données de ces entreprises en plafonnant à 30% les parts qui pourront être détenues par des investisseurs étrangers. Pékin redoute ainsi que des données cruciales accumulées par ces géants technologiques ne passent à l'étranger. Et puis enfin, flambée du prix de la tomate en Inde, il bat tous les records. En cause, un climat hors de contrôle avec 47% de précipitations en trop. Une variation qui impacte les foyers les plus pauvres et de nombreux paysans. La tomate comme l'oignon sont des ingrédients fondamentaux de la cuisine indienne. On les retrouve dans pratiquement tous ces currys. Elle est vendue dans de nombreuses régions du pays à plus d'1 euro, voire même 2 €, soit environ 1300 francs CFA le kilo, contre 30 ou 40 centimes en temps normal, soit une hausse moyenne de 142%. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.